En pleine nuit, les SEALs quittent Tuzla pour un endroit isolé en Bosnie. Ils empruntent des routes secondaires, évitant ainsi les postes routiers serbes, et atteignent leur première destination, un lieu sûr à l'extérieur de Prijedor. Leur mission, arrêter 3 criminels de guerre bosniaques. En Bosnie, des criminels de guerre sont encore en liberté. Ils n'ont jamais été punis pour leurs crimes, qui sont par ailleurs les plus atroces depuis la Deuxième Guerre mondiale. La communauté internationale exige que justice soit rendue. Les Navy SEALs se joignent au SAS britannique afin d'arrêter 3 hommes accusés de génocide. En 1961, une unité d'élite est créée. Les SEALs sont formés pour mener des missions en mer, dans les airs et sur terre. Pour des raisons de sécurité nationale, les opérations de ces héros de la marine américaine demeurent ultra secrètes. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les missions des Navy SEALs. En 1992, à Prijedor, des Serbes bosniaques entament une campagne d'épuration ethnique. Leur cible, leurs voisins musulmans et croates. Simo Derijača est alors le chef de la police. Étant serbe lui-même, Derijača est bien résolu à ce que les Serbes conservent le pouvoir en Bosnie. Derijača est soupçonné d'avoir fait d'énormes profits en revendant les maisons de ses victimes. Il n'est pas le seul. Des milices sont formées par les autorités afin de supprimer tout citoyen qui n'est pas d'origine serbe. Terrifiés, 25 000 musulmans et croates abandonnent leur maison pour échapper à une mort certaine. Les Nations Unies mettent sur pied un camp de réfugiés à Srebrenica. Des casques bleus hollandais assureront leur protection. Mais cela ne suffira pas. Les militaires serbes s'emparent rapidement de l'enclave et entassent des milliers de Croates et de musulmans dans des autocars. Certains sont envoyés dans des camps. D'autres disparaissent à jamais. Des journalistes anglais parviennent à capter des images au camp d'Umarska. Ces images troublantes ne sont pas sans évoquer le douloureux souvenir des atrocités commises par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le président serbe Slobodan Milošević nie systématiquement toute accusation portée contre lui. En 1995, les forces de l'OTAN engagent des frappes aériennes pour mettre un terme aux hostilités en Bosnie. Quelques mois plus tard, la signature de l'accord de Dayton permet le retour d'une paix fragile en Bosnie. Mais la situation est toujours précaire pour la population musulmane et croate. Des images satellites confirment les craintes des dirigeants de l'OTAN. Dans les secteurs ruraux, on peut distinguer de grandes surfaces qui ressemblent à des fosses communes. Une équipe d'experts de l'OTAN se rend en Bosnie pour y mener des recherches exhaustives.
Malgré toutes les précautions des Serbes pour dissimuler les cadavres, les experts retrouvent des traces du massacre. Les Croates et les musulmans pleurent encore la perte de leurs proches lorsqu'on leur demande de participer à l'identification des assassins. Grâce à eux, les criminels auront enfin un visage. Des hommes tels que Simo Deriljača ont désormais un dossier criminel. Partout au pays, on découvre de vastes fosses communes. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. La communauté internationale exige que justice soit rendue. Les Serbes devront livrer les criminels de guerre au tribunal pénal international de La Haye. Le gouvernement serbe refuse d'obtempérer. La seule façon de traduire ces anciens soldats bosniaques en justice sera de les capturer. L'OTAN met sur pied l'opération Tango. Une équipe de commando britannique SAS est envoyée en Bosnie. Ils sont munis de mandats d'arrestation. Ainsi, ils disposent de l'autorité nécessaire pour arrêter les soldats serbes accusés de crimes de guerre. Le 14 mars 1997, un commando anglais retrouve la trace de Simo Deriljača à Prijedor, un important bastion serbe. Mais Deriljača s'est doté d'une garde personnelle fortement armée. Ce fait est pour le moins suspect. C'est comme si Deriljača les attendait. Abort mission. I repeat. Abort mission. Turn to base. Hello? Put me through your operations. Toute communication entre les SAS et La Haye est interceptée par les Serbes. Les criminels de guerre recherchés ont été informés des plans des SAS. Le 9 juillet 1997, des chefs d'État se réunissent à Madrid pour envisager une solution. Au terme du sommet, ils arrivent à un consensus, celui d'arrêter et de traduire en justice tous les criminels de guerre reconnus. Ceci est plus qu'un appel à l'action, c'est un véritable engagement. Pour mener à bien ce projet, la Grande-Bretagne et les États-Unis réunissent leurs meilleurs commandos. On compose une équipe de SAS et de SEALs. La tâche de s'introduire dans le pays est délicate. La base aérienne américaine de Tuzla est à seulement 50 km de la frontière serbe. L'aéroport fait l'objet d'une constante surveillance par les espions serbes. Ces derniers examinent le moindre indice afin de déterminer si des commandos américains se trouvent au pays. Grâce à un stratagème s'apparentant à celui du cheval de Troie, les SEALs s'infiltrent à Tuzla inaperçus. La base aérienne de Tuzla est située dans le secteur est de la Bosnie contrôlé par les Américains. C'est la base d'opération de la mission. Le commandant Michael Lowery mènera les opérations à partir de Tuzla. Le lieutenant-commandant Mike Dillon et le major anglais Hugh Whitman dirigeront les équipes sur le terrain. Ensemble, ils doivent planifier la capture des 3 hommes accusés de crimes contre l'humanité.
Le commandant informe ses hommes des cibles leur étant assignées. Gentlemen, meet the bad guys. Simeo Trlaka, age 49. Head of the secret police in Priador. Officiellement, Deriacha a veillé au fonctionnement des camps de concentration de Omarska et Keraterm. Officieusement, il revendait les maisons des réfugiés morts. Milan Kovacevic, age 57. This guy was a doctor and the former deputy mayor of Priador. He oversaw the operations of the camps, where refugees were tortured and executed. Comme Deriacha, Kovacevic est un fonctionnaire corrompu. Il profite de la situation pour s'enrichir en saisissant les commerces des victimes assassinées à Omarska. And last, but certainly not least, General Radislav Kristich. The first two guys are basically thugs, but Kristich is a prime target. En tant que commandant du 5e corps d'armée de la Bosnie, le général Krstić est soupçonné d'être le principal responsable du massacre de 10 000 réfugiés à Srebrenica. De plus, on l'accuse d'avoir commandé les pires atrocités depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant de l'arrêter, les commandos devront d'abord le trouver. La surveillance risque d'être délicate. Afin d'éviter d'être repérés, les SEALs devront utiliser une arme secrète. Un véhicule aérien télépiloté, ou UAV. Cet avion permettra aux SEALs d'effectuer une surveillance sans être repérés. Assez petit pour échapper au radar, il transporte 2 puissantes caméras numériques. Il peut retransmettre des images en direct, et ce, n'importe où sur la planète. Our mission is to provide communications and surveillance support for the British 22 SAS. We will jointly and covertly infiltrate the Priador region of northern Bosnia to capture 3 persons indicted for war crimes. Dillon leur rappelle que la mission est ultra secrète. We're not here to leave small footprints, gentlemen. We're here to leave no footprints whatsoever. From this point on, we are ghosts, gentlemen. En pleine nuit, les SEALs quittent Tuzla pour un endroit isolé en Bosnie. Ils empruntent des routes secondaires, évitant ainsi les postes routiers serbes, et atteignent leur première destination, un lieu sûr à l'extérieur de Prijedor. Leur mission, arrêter 3 criminels de guerre bosniaques. Leur repère servira de poste de commandement rapproché. C'est le lieu idéal pour ces opérations clandestines, puisque les 3 cibles sont à proximité. Les SEALs sont accueillis par le major anglais Hugh Whitman et sa troupe SAS. L'expertise des SEALs jumelée à celle des SAS britanniques assurera à leur équipe un niveau de technologie et de formation inégalé. Les opérations tactiques et de reconnaissance seront lancées à partir de ce repère, mais elles seront aussi surveillées à la base de Tuzla, à quelques 250 km de distance. Grâce à des ordinateurs portables, les images vidéo seront retransmises par satellite. Ceci facilitera la communication entre les bases et la planification des missions. La priorité des SEALs est d'installer l'équipement de surveillance. Une banque de renseignements fiables est impérative à toute mission, et particulièrement dans ce cas-ci, car les SEALs doivent connaître les points faibles de 3 criminels recherchés. Un matin de 1997, Kovacevic quitte sa résidence pour se rendre au travail.
Une unité mobile épie ses moindres gestes jusqu'à ce qu'il quitte le secteur. L'avion télécommandé prendra alors le relais. L'appareil décolle de Tuzla au moment où la voiture de Kovacevic s'éloigne. Les caméras à haute résolution retransmettent l'image en direct. Tous les systèmes de surveillance sont déjà en action lorsque le petit avion s'envole pour Prijedor. À la base de Tuzla et au repère, on reçoit simultanément les images captées par l'engin. Ce sont les commandos du repère qui assurent le contrôle de l'avion. Les puissantes caméras balaient les routes d'accès de la ville. Il faut retracer la cible au plus vite. C'est sur la route de Prijedor qu'il retrouve la trace de la sedan noire de Kovacevic. Les images sont retransmises au repère ainsi qu'à la base de Tuzla. Une unité mobile est déjà sur les lieux lorsque Kovacevic arrive à destination à l'hôpital de Prijedor. Il y est attendu. B-Squad, we have a target. Hunter 2-2 can return to base. Roger, Watchdog. Hunter 2-2 returning to base. Les gardes du corps de Kovacevic ne l'escortent pas plus loin que l'entrée. Cette information se révélera fort utile lorsque le moment de le capturer sera venu. L'équipe de surveillance reste à l'extérieur de l'hôpital pendant que Kovacevic vaque à ses occupations. Cet homme, accusé de crimes contre l'humanité, est devenu l'administrateur d'un hôpital. Le commandant Dillon et le major Whitman revoient le plan de la mission. Kovacevic est vulnérable à l'intérieur des murs de l'hôpital. Ses gardes sont postés à l'extérieur de l'immeuble. Il y a certainement une façon de les déjouer. Dans le cas de Simo Deriacha, cependant, il ne semble pas y avoir de faille. Jour après jour, les SEALs le suivent, analysent sa routine et ses habitudes. Ils étudient son comportement. Il y a une constante. Deriacha est entouré de ses gardes du corps en permanence. Grâce à l'avion télécommandé, on trouve enfin son talon d'Achille. Il adore la pêche. L'appareil l'a suivi jusqu'à son camp. Son chalet est situé dans les montagnes à près de 150 km de la ville de Palais. Il n'est pas seul. Son fils l'accompagne. En Bosnie, la vie que mène Deriacha est synonyme de luxe. Et ce luxe a été acheté avec le sang d'innocentes victimes. Heureusement, les commandos sont résolus à réparer cette injustice.
Les images des activités de Deriacha sont retransmises simultanément au repère des commandos et à la base de Tuzla. On avise le commandant Lowery. Ce dernier doit examiner toutes les possibilités. Acculé au lac, Deriacha peut difficilement fuir. De plus, une seule route mène à cet endroit. Ce lieu isolé est sans contredit l'endroit idéal pour capturer le criminel. La surveillance est maintenant terminée. Les commandos doivent à présent arrêter les deux hommes. C'est la première fois que des alliés occidentaux usent de la force pour arrêter des criminels de guerre. Aux premières heures du 10 juillet 1997, une équipe formée de SEALs et de SAS lance une opération sur deux fronts. Leur objectif, la capture de deux fonctionnaires serbes accusés de crimes contre l'humanité. Leur cible se trouve à près de 250 km de distance l'une de l'autre. Ils devront les arrêter au même moment, puis monter à bord de l'hélicoptère pour retourner en sécurité à la base aérienne de Tuzla. Ils ne disposent que de quelques heures pour mener à bien l'opération entière. L'équipe quitte le repère un peu avant l'aube. L'escouade B se lance à la poursuite de Kovacevic. De leur côté, les commandos forment un convoi et se dirigent vers Prijedor. Une fourgonnette servira au transport du prisonnier. Une voiture de file agira comme renfort si cela s'avère nécessaire. On a dissimulé le troisième véhicule à quelques kilomètres d'un poste de contrôle serbe. Les commandos ont de faux papiers sur eux. Ils sont présumément membres d'une association médicale internationale. Ils espèrent bien que cela sera suffisant pour franchir le poste serbe et atteindre ainsi Prijedor. Les équipes d'aide internationale qui doivent livrer des fournitures médicales ont l'habitude des postes de contrôle routier. Radiš ovdje? Nije domesino penicillin u domicu. Oni su sa nama. Nosite penicillin? Les gardes semblent nerveux ce jour-là. Ils sont aux aguets. Bien que les directives données aux SEALs leur interdisent d'affronter l'autorité publique locale, ils devront se défendre si le besoin se fait sentir. Jusqu'à maintenant, l'horaire est respecté. Ils arriveront à l'hôpital de Prijedor à 9 heures précises. Simo Deriacha et son fils sortent du chalet et se dirigent vers le lac quelques minutes après que le convoi ait franchi le poste routier.
Le beau-frère de Deriacha les accompagne. Comme prévu, les gardes du corps de Deriacha ne semblent pas être dans les parages. La solitude des lieux lui a donné un faux sentiment de sécurité. Les commandos entendent bien utiliser cet isolement à leur avantage. À l'aube, l'escouade A emprunté des petites routes pour se rendre à la propriété. Les hommes sont postés à quelques 30 mètres de la rive. Deriacha quitte le quai un peu après 8 heures comme prévu. L'escouade B arrive à l'hôpital de Prijedor à 9 heures pile. Squad in position. Copy, Bravo Squad. Stand by. L'escouade A reçoit l'ordre de surveiller le lac. Squad in position. Roger, Alpha. Stand by. Les deux escouades attendent maintenant le feu vert du poste de Tuzla. Alpha Bravo. This is Tango 1. You have a green light. I repeat, a green light. À 9h20 pile, l'escouade B se prépare à entrer dans l'hôpital. La réceptionniste de l'hôpital refuse de les laisser entrer. Elle leur demande de laisser la marchandise à la réception. Le second maître, Jack Navarre, lui explique que le docteur doit personnellement accuser réception des médicaments. La réceptionniste est intraitable. Comme les gardes du corps sont à côté, il est impossible d'entrer de force. Mais le temps manque. Pendant ce temps, au lac, Deriacha s'avère être un pêcheur impatient, comme les commandos l'avaient prédit. Une fois accosté, il n'aura plus aucune issue.
L'escouade de SEALs et de SAS vient enfin de piéger le criminel de guerre à son camp de pêche en Bosnie. Mais Simo Deriacha n'a nullement l'intention de se rendre. Dillon demande que des hélicoptères leur soient envoyés pour évacuer son équipe et transporter le cadavre de Deriacha à Tuzla. Le premier volet de la mission ne s'est pas déroulé comme prévu. Les membres de l'escouade B ignorent les événements qui se sont produits au lac. Ils tentent toujours d'approcher le docteur. Ti možeš ostaviti, sve ovdje. Ja ću se popisat za vas. Les gardes du corps de Kovacevic sont toujours dans le hall d'entrée, à quelques mètres des commandos. Le temps manque. On je zauzet. Acculé au pied du mur, Navarre tente le bluff. Sačekajte, gdje vi idete? Navarre lui répond que si le docteur ne peut accepter la livraison personnellement, ils seront dans l'obligation d'aller porter les médicaments à un autre hôpital. La réceptionniste finit par fléchir. L'équipe se rend rapidement dans l'aile est de l'immeuble. Ils n'ont plus que quelques minutes pour mettre la main sur Kovacevic. Leur fourgonnette doit arriver à 9h33 précise. Une fois à l'intérieur du bureau de l'administrateur, la capture se déroule au quart de tour. Aucun coup de feu n'est tiré. L'équipe doit toutefois s'échapper de l'hôpital sans être remarquée. Les hommes de Kovacevic sont toujours dans le hall d'entrée. Les commandos doivent trouver une autre sortie. Il y a un quai de chargement à l'arrière de l'hôpital. La fourgonnette les attend déjà tandis qu'ils sortent Kovacevic. Le convoi emprunte des routes secondaires pour quitter Prijedor. Les véhicules ayant servi à l'enlèvement sont bientôt abandonnés. Bien que Kovacevic soit sorti indemne de la ville, les commandos ne peuvent rien laisser au hasard. On transfère Kovacevic dans un autre véhicule
et on le conduit dans une clairière isolée. De là, il sera transporté par hélicoptère jusqu'à Tuzla, puis finalement à La Haye. Par leur mission, les SEALs et les SAS ont montré aux autorités serbes que les crimes de guerre ne resteront pas impunis. Mais l'équipe est sur le point de relever son plus grand défi, celui de capturer le criminel le mieux protégé de Bosnie. En novembre 1998, un messager de l'OTAN se présente au repère de la CIA près de Prijedor, en Bosnie. Il leur apporte un ordre de comparution émis par le tribunal pénal international de La Haye. On demande à Mike Dillon et ses hommes de se lancer à la poursuite du plus dangereux haut fonctionnaire serbe à ce jour, le lieutenant-général Radislav Krstić. Krstić est soupçonné d'avoir orchestré une attaque contre le camp mis sur pied par l'ONU à Srebrenica, où plus de 25 000 Croates et musulmans avaient trouvé refuge. Sous les ordres de Krstić et du général Ratko Mladić, des Serbes bosniaques auraient ainsi capturé des milliers de réfugiés. Des rapports rendent compte de la façon dont plus de 60 autobus bondés de réfugiés ont fait le trajet entre le camp de Srebrenica et des sites d'exécution en région. Une fois sur place, les réfugiés ont dû creuser leur propre tombe. Puis, on les a systématiquement abattus. Alors que les motivations de Deriacha et Kovacevic étaient la cupidité et le racisme, Krstić, lui, est un tueur professionnel et sadique. Une semaine après les attentats de Srebrenica, la redoutable efficacité de Krstić lui vaudra même une promotion. Pour la population musulmane et croate, cependant, la situation est intolérable. Krstić devient une cible prioritaire de l'OTAN. Son arrestation créerait un important précédent. Lors d'un génocide, ceux qui donnent les ordres sont aussi coupables que ceux qui les exécutent. La mort de Deriacha et l'arrestation de Kovacevic inquiètent Krstić. Des gardes armés patrouillent les environs. À elle seule, cette protection visible prouve bien que le général a pris des mesures exceptionnelles pour assurer sa sécurité. Les renseignements obtenus indiquent que le terrain est miné, et même que certains Serbes dorment avec leurs armes. Dog handler, guard gate number 2. Slušaj, Peti, za 15 minuta krećemo. Les informations obtenues sont relayées au poste de contrôle et au centre de commandement. La demeure de Krstić est située à une intersection. L'édifice compte au moins une dizaine d'issues. Cette résidence est trop bien protégée. La filature révèle que le général est toutefois plus vulnérable en voyage.
Ses rendez-vous d'affaires l'obligent à se rendre régulièrement dans la ville de Banja Luka, à près d'1 heure au sud-est de Prijedor. Habituellement, seul son chauffeur l'accompagne. Si tout se déroule bien, Krstić entreprendra son dernier voyage le 2 décembre 1998. Le chemin le plus court vers Banja Luka traverse le secteur contrôlé par les Américains. Maintes et maintes fois, Krstić et son chauffeur ont franchi ce poste routier sans problème. Mais pas aujourd'hui. Ne budi glup. Nikada nismo bili zaustavljeni. Vozi dalje. Des commandos d'élite les attendent. Oni insistiraju. Vozi dalje, to je naređenje. Il frappe la cible brutalement. Paralysés, Krstić et son chauffeur n'ont pas le temps de réagir. On les sort du véhicule en moins de 2. La capture s'est déroulée comme prévu. L'équipe doit maintenant sortir le prisonnier du pays. Seul un poste routier serbe se dresse entre eux et le point d'évasion. Les prochaines minutes décideront du sort de la mission. Les commandos dissimulent leurs armes à l'approche du poste de contrôle. L'équipe s'échappe sans effusion de sang. Ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres du point de rendez-vous. L'hélicoptère de l'OTAN qui doit les transporter à Tuzla les y attend. De là, le général Radislav Krstić fera un aller simple pour La Haye. Son procès débute le 13 mars 2000.
Lors de son discours d'ouverture, le procureur Mark Harmon qualifie ce procès de triomphe du bien sur le mal. Il condamne les hommes qui, comme Kirstich, participent au génocide par leurs actions ou par leur silence. Quant à Simo Deriacha, malgré ses crimes, la population serbe est offensée. Elle croit que l'OTAN a outrepassé ses pouvoirs. Emprisonné, Milan Kovačević mourra d'une crise cardiaque sans jamais revoir sa patrie, qu'il a jadis terrorisée. Reconnu de génocide le 2 août 2001, le général Kirstich est condamné à purger une peine d'emprisonnement de 46 ans et devient la première personne à être inculpée pour génocide par le tribunal pénal international. Le 29 juin 2001, les autorités serbes livrent à la Cour de La Haye leur président Slobodan Milošević. Il est accusé non seulement de crimes de guerre, mais pis encore, de crimes contre l'humanité.